à tous et à toutes, bienvenue dans T'as vu, le magazine présenté et réalisé par les masters en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au sommaire aujourd'hui, une rencontre avec un historien qui va nous parler d'un fait historique, la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale à Lille. Ensuite, un zoom sur deux associations, celle de Compagnons Bâtisseurs et Court-Circuit. Ensuite, une immersion totale dans le Tourcoing Jazz Festival, avant de s'intéresser à un sport pour le moins insolite, le Quidditch, et on terminera l'émission par un agenda culturel. Mais comme je vous l'ai dit, on commence tout de suite par l'émission, par une rencontre, celle d'un historien, Grégory Sellers, qui s'est intéressé à la déportation qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale à Lille. C'est un reportage signé Vincent Morel et Léonore Sinoquet. À l'occasion de la sortie de son 3e livre, Grégory Sellers a réalisé une conférence de presse à la librairie VO pour revenir sur son ouvrage « Sauvons les enfants ». Ce livre relate d'abord dans un premier temps l'arrivée d'un migrant juif polonais qui quitte sa région pour s'installer en France où il rencontre une jeune femme et il s'installe à Lille. Ils ont très vite des enfants et donc je raconte comment, ce que c'est que d'être juif à l'époque au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate avec toutes les mesures antisémites qui vont être prises, toutes les législations de Vichy et les législations allemandes jusqu'à évidemment le point culminant qui est la rafle du 11 septembre 42 et le sauvetage des cheminots d'abord qui vont contribuer à aider et à cacher ses enfants, qui vont rencontrer ce juif polonais qui entre-temps a été naturalisé, qui est devenu français, qui va les aider à cacher ses enfants dans un comité de secours. Aucun d'entre eux, aucun des enfants qui se sont sauvés ou des adultes ne sera repris ou ne sera arrêté avant la fin de la guerre. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour écrire ce livre ? On a réussi à en identifier 34 avant la cérémonie du 11 septembre 2016, puisque très récemment j'ai co-organisé avec la mairie de Lille une cérémonie sur le site de la gare de Fives, là où les événements s'étaient produits, en présence de 5 enfants qui avaient été sauvés ce jour-là par les cheminots. Quelques jours après, j'ai reçu un message via Facebook m'indiquant qu'une 35e personne avait été sauvée, et donc nous en sommes actuellement à ce jour, en octobre 2016, à 35 personnes sauvées. Combien d'enfants avez-vous réussi à identifier ? Les difficultés, c'est des difficultés de travailler 70 ans après les faits. Ça, c'est une difficulté majeure, je dirais, puisque beaucoup des témoins d'époque sont partis. Les cheminots eux-mêmes sont tous décédés aujourd'hui, donc évidemment impossible de recueillir leur témoignage en direct. C'est ça la difficulté majeure, c'est celle-là, les sources. Le but de Grégory Sellers, mettre en lumière le courage de ces cheminots pour que les jeunes générations n'oublient jamais. Et Vincent nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer l'ambiance dans laquelle s'est déroulée cette rencontre avec Grégory Sellers ? Alors l'ambiance elle était assez solennelle puisque comme vous l'avez vu, le public était plutôt âgé. Ce qui était intéressant de voir, c'était que le public se connaissait un petit peu et surtout connaissait Grégory Sellers. Il y avait un vrai échange, que ce soit entre eux et avec lui. Après, même si le sujet peut paraître austère, l'ambiance n'était pas du tout. C'était vraiment bon enfant et voilà. Et pendant le reportage, vous me disiez que c'était un sujet qui avait tendance à être sous-médiatisé, c'est ça ? Sous-médiatisé parce qu'il y a très peu d'historiens qui se sont intéressés au sujet, il y en a 2-3. Et c'est paradoxal d'ailleurs, puisque les personnes qui ont vécu, qui ont été présentes en fait, pendant cette déportation-là et qui ont été sauvées par les cheminots, il y en a certains qui sont encore en vie. C'est le cas de M. Adamski, qui était présent dans la salle. Et du ça doit faire drôle de les rencontrer, je suppose, quand même. C'était impressionnant, nous on s'y attendait pas du tout. Il y en avait 2-3 qui étaient présents dans la salle. Et justement, c'est paradoxal parce qu'il y a les témoignages qui peuvent encore être recueillis, mais personne s'y intéresse. Ok. Merci Vincent. De rien. On passe tout de suite à une association, celle des Compagnons Bâtisseurs. Elle est installée depuis peu à Lille. Julie Cavuet est allée à leur rencontre. Les Compagnons Bâtisseurs œuvrent dans la région depuis 4 ans. En 2014, l'antenne lilloise s'est installée dans le quartier de l'Île-Moulin. Le mouvement des Compagnons Bâtisseurs, c'est un mouvement qui essaye de développer la capacité d'agir des habitants qui sont en général en assez grande précarité. Depuis 2014, on réalise des chantiers d'auto-habitation accompagnés auprès principalement de locataires, et notamment des locataires du parc social. On réalise des travaux d'embellissement. Donc ce sont des travaux qui sont à la charge du locataire. Peinture, enduit, des travaux d'économie d'énergie, ou des désordres qu'ils auraient créés. Une porte cassée, un carreau cassé, une prise qui s'est enlevée. Pendant le chantier d'auto-habitation accompagnée, on a formé, on a transmis les savoirs à une personne. Donc cette personne,
après chantier, elle sait faire. Et elle peut faire en autonomie. L'idée, c'est de permettre à l'habitant de reprendre confiance en lui, de prendre conscience qu'il est capable de faire. Début septembre, l'association a organisé l'inauguration de son outil tech. Le principe de l'outil tech, c'est de prêter un outil gratuitement aux personnes qui en ont le besoin. Depuis début septembre, ça marche vraiment très bien. On a une quinzaine d'adhérents en moins d'un mois qui sont venus s'inscrire et emprunter des outils. On est assez confiant pour la suite. On pense qu'on va devoir, je pense, compléter les outils disponibles pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Estelle Rode, présidente du conseil de quartier Moulins, avait fait elle aussi le déplacement pour féliciter et encourager l'équipe lilloise des compagnons bâtisseurs. Et Julie nous a rejoint sur le plateau. Alors Julie, bonjour. Bonjour Pierre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette association s'est créée, son développement? Alors il faut savoir que les Compagnons Bâtisseurs, c'est une association nationale, donc qui fédère une douzaine d'associations régionales. Donc en France, ils sont 800 adhérents et dans la région, ils ne sont que 25 pour l'instant. Ils se sont installés dans les Hauts-de-France en 2012, d'abord dans les quartiers nord de Roubaix, où ils ont effectué 5 ou 6 chantiers, et ensuite à Lille, où ils se sont installés en 2014, et où ils ont fait justement l'inauguration de leur outil tech dans le quartier de Moulins. Ok. Est-ce qu'ils peuvent compter sur des partenaires ou non? Alors les partenaires, oui, il y en a pas mal. Il y a l'association AB, il y a la mairie de Lille aussi, qui a un soutien surtout financier. Et puis Leroy Merlin, qui eux les accompagne dans tout ce qui est communication et le prêt d'outils justement pour l'outil tech. Donc comme Nordine Farrak l'a dit dans le reportage, l'outil tech c'est vraiment pour prêter aux adhérents des outils gratuitement entre guillemets, puisque l'adhésion c'est quand même 5 € par an. Mais en tout cas on peut venir emprunter des outils, soit parce qu'on n'a pas les moyens de les acheter, ou encore on se dit c'est juste pour une petite réparation et on vient l'utiliser pour une semaine, ensuite on la rapporte à l'outil tech. Alors justement dans ce reportage on voit qu'il y a l'inauguration de l'outil tech. Est-ce que ce lieu rencontre un succès auprès des Lillois ou pas du tout? Alors selon les dires du chargé de l'antenne lilloise, depuis septembre, ils ont eu une quinzaine d'adhérents à l'ouverture de l'outil tech. Donc je pense que c'est quand même pas mal, surtout que c'est dans un petit quartier. Voilà. Merci Julie pour cet éclairage. Merci beaucoup Pierre. On passe tout de suite à un autre reportage, c'est un focus encore, un zoom sur l'association Court-Circuit. C'est une initiative régionale. Elle offre la possibilité pour les consommateurs d'acheter via un site internet des produits directement auprès des agriculteurs. L'intérêt est de court-circuiter les supermarchés, mais pas uniquement. Le reportage est signé Marine et Gaspard. Acheter des produits locaux et de qualité sans se déplacer dans les exploitations de la région, c'est possible avec le court-circuit. Créé en 2015 par 3 amis, le court-circuit permet aux consommateurs de rencontrer les éleveurs et maraîchers du Nord-Pas-de-Calais. Local, transparent, de qualité, responsable, durable et solidaire. Acheter chez son voisin, c'est plus malin. Le principe est simple, il suffit de se connecter sur le site internet, choisir le point de retrait le plus proche de chez soi et passer commande. À la manière d'un drive, les commandes sont retirées dans l'un des points de retrait tenus par les producteurs. Mais n'est-ce pas concurrencer les supermarchés sur le terrain du local? Nous avons posé la question à Maxence Messian, cofondateur du Court-Circuit. Alors au niveau des grandes surfaces, c'est vrai qu'on ne fait pas du tout le même métier. Nous, ça reste de la vente directe, c'est-à-dire que c'est le producteur qui a la main de A à Z, qui choisit son prix, qui gère ses stocks. Donc il n'y a aucun achat-revente sur le Court-Circuit. Et donc au niveau des prix, en rapport qualité-prix, c'est vrai qu'on est très bien placé parce qu'en toute transparence, on commissionne nos ventes de 17%, donc ce qui reste une marge très faible pour de la vente alimentaire. Donc en termes de rapport qualité-prix, c'est vrai qu'on est très bien placé. Après, au producteur de trouver le bon prix et de choisir ce qui lui permet de vivre correctement. Quels sont les avantages que procure ce système aux producteurs? Virginie Cimetière, une productrice de Touflers, nous répond. L'intérêt de participer au court-circuit, c'est toucher d'autres clients, des jeunes aussi, parce que nous, essentiellement, c'est des clients plus âgés qui ont l'habitude de venir à la ferme, mais les jeunes qui sont sur Internet, c'est une façon de se faire connaître, différente. C'est dans un lieu qui peut paraître insolite que le Court-Circuit a installé l'un de ses points de retrait. Il s'agit en effet de la condition publique de Roubaix. Pourquoi mêler culture et alimentation?
Réponse de Jean-Christophe Levasseur, directeur de la condition publique. Décomplexer la relation à un lieu culturel, c'est un lieu qui peut faire peur de prime abord parce qu'il est assez majestueux de l'extérieur. Et donc travailler sur la question de l'alimentation, la question d'un marché, c'était une façon d'envoyer un signal auprès des habitants du quartier, qui est un de nos publics cibles. On cherche à rayonner partout, mais aussi de s'ancrer dans le quartier. On a démarré avec Court-Circuit parce qu'en plus c'était proche de nos valeurs, cette idée de circuit court, d'inventer des nouveaux modèles économiques, d'être attaché plutôt à un système vertueux qu'à la simple question de l'efficacité économique immédiate. Et voilà, ça a cliqué avec eux. Le court-circuit compte 12 points de retrait dans le Nord-Pas-de-Calais, l'occasion de consommer local et de saison. Gaspard nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Gaspard. Bonjour Pierre. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'est développée cette association ? Alors, c'est une association qui a été créée fin 2013. Et donc, au début, ils avaient 3 points de vente, il me semble. Aujourd'hui, ils en ont 13. Et en fait, ça a vocation à s'exporter. Donc, ils sont présents sur la région, donc en métropole, à Lille, Roubaix, comme on a vu, et aussi à Lille. Mais ça a vocation à s'exporter sur le territoire national, quoi. Ok, mais pour l'instant, c'est uniquement régional. Pour l'instant, c'est régional. Ok. Est-ce que ça rencontre un succès auprès des Lillois ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs ? Alors, il me semble qu'il y a 20 000 utilisateurs sur le site chaque mois. Voilà, donc ça rencontre pas mal de succès. Après, voilà. Mais ça rencontre aussi un succès assez franc chez les producteurs, puisqu'ils sont 300 producteurs qui sont inscrits sur le site et 150 producteurs qui sont très actifs sur le site. Est-ce que vous, personnellement, vous allez utiliser Court-Circuit ou... Alors, pas forcément. Alors, parce que Court-Circuit, ça court-circuite, entre guillemets, la grande distribution. Mais après, ils travaillent pas sur le même terrain. Si vous voulez, c'est des produits quand même de qualité, locaux. Donc, c'est vraiment pour des gens qui ont envie de consommer local. Il y a une vraie démarche citoyenne, quoi, derrière tout ça. Donc, ça s'adresse pas forcément à un public étudiant, parce que voilà, c'est des produits qui sont quand même pas forcément à la portée de toutes les bourses. Merci Gaspard. Je vous en prie, Pierre. Dans l'équipe du T'as vu, on a 2 spécimens fans absolus de musique. Cette semaine, ils sont régalés au Tourcoing Jazz Festival. Le reportage est de Adrien et Florian. Une rencontre avec 2 pointures du jazz, c'est un moment où vous laissez tourner la caméra et ils s'occupent du reste. Le pianiste français Baptiste Trottignon et le percussionniste argentin Minino Garay organisaient mercredi un showcase à la Fnac de Lille. Une mise en bouche avant de ravir les oreilles des spectateurs dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival. Les 2 artistes nous proposent une ode à un jazz métissé, une sorte de croisée des mondes entre Gershwin et l'Amérique latine, où les 2 fusionnent sans rien perdre de leur identité. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est un bon duo, parce qu'il y a le solo, il y a le trio, vous avez essayé. Comment ça fonctionne un bon duo ? Moi j'ai toujours aimé travailler en duo, j'ai eu pas mal d'expériences en duo avec différents instrumentistes. C'est la première fois que je développe par contre quelque chose en duo, qu'on développe quelque chose en duo piano-percussion. Parce qu'en tant que pianiste, les duos, ça se fait souvent avec un saxophoniste, un trompettiste, une voix, etc. Mais piano-percussion, c'est plus rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est plus rare. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, parce qu'il y a une communication directe de toi à moi, de moi à toi, qui... c'est comme dans une conversation, les possibilités à 3 sont plus nombreuses qu'à 2. À 2, on parle à 2. Voilà. Quand on est en duo, on peut vraiment aller en profondeur dans le dialogue, tout simplement. Il y a une contamination entre vous deux, en tous les cas, c'est ce qu'on lit quand on regarde un petit peu ce que vous avez déclaré sur votre travail. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que l'un apporte à l'autre et réciproquement quand vous jouez ensemble. Non, moi j'ai découvert pas mal de rythmes d'Argentine. Que je connaissais pas avant, parce que quand on parle d'Argentine, une musique où tout le monde pense au tango, évidemment, qui est une musique qui est devenue populaire sur toute la planète. Mais il y a plein d'autres musiques traditionnelles avec des rythmes passionnants aussi qui sont moins populaires dans les pays au travers de la planète. Et ça, j'ai mis un petit peu le nez là-dedans, chose que je connaissais pas avant. Et du côté de Minino, je sais pas, t'as compris comment ça marche, l'harmonie un peu ou... Mais c'est vrai que cette duo avec Baptiste, pour moi, c'est spécial, c'est unique. Je crois que... comme je disais, les sets de percussion que j'utilise, la manière de jouer qu'il a et comment on a enchaîné, on a trouvé à travers depuis 4-5 ans presque ensemble, c'est vraiment un son. Une avant-première qui fait saliver, direction le Tourcoing Jazz Festival.
Existant depuis 1986, le festival fête cette année ses 30 ans. Réunissant les meilleurs musiciens de jazz au monde, sa réputation n'est plus à faire. La célèbre chanteuse franco-israélienne Yael Naïm, le contrebassiste Cal Eastwood, oui, le fils de Clint, ou encore la jeune chanteuse belge Céla Chou font partie d'un programme faisant l'éloge du jazz. Bonsoir, on est avec Patrick Dréan, le directeur du Tourcoing Jazz Festival. Alors monsieur Dréan, il y a beaucoup d'artistes confirmés qui viennent dans ce festival, comme on a pu le voir ce soir, mais il y a aussi des jeunes. Est-ce qu'on peut le dire que le Tourcoing Jazz, quelque part, c'est aussi une pépinière de talent? On peut le dire, je pense qu'on ne fonde pas un festival sans se préoccuper de ce qu'il va arriver par la suite. C'est-à-dire que si on n'a pas une fonction de découverte, une fonction de recherche, trouver de nouveaux talents, mais aussi faire émerger des talents locaux, ce qui me semble aussi indispensable, eh bien le festival n'existera pas. Il a vraiment besoin d'avoir plusieurs axes pour assurer ses fondements. Alors vous avez participé concrètement à révéler quels artistes par exemple ? Il y en a beaucoup qui sont passés par ici. Ce festival a 30 ans. Cette direction-là, la mienne et celle de mes collègues, a 19 ans. Donc il est passé vraiment énormément de gens. Alors vous dire qui a été révélé là immédiatement, Mélodie Gardot par exemple, ou Yael Naïm qui était là sur la scène du théâtre ce soir, sont des gens qui sont venus très tôt ici et que nous connaissons depuis un moment. Alors moi j'étais un petit peu curieux, je me demandais comment vous choisissez la programmation, comment vous choisissez les artistes. Si nous interrogeons des artistes pour leur demander des projets spécifiques, nous n'aurons aucune difficulté à les avoir parce que ce qui fait l'originalité de cette équipe, c'est qu'elle a un rapport direct et profond avec les artistes qui nous font une très grande confiance et qui viennent ici pour nous et pour les projets que nous suscitons avec eux. Ma fille est journaliste, donc je sais le travail que vous faites. La richesse du journalisme, c'est de s'intéresser à tout ce qui se fait, d'être curieux, d'être ouvert. Et voilà, et c'est ce que vous apprenez à être et à faire. Et c'est essentiel parce que, contrairement à ce qu'on pense, le public souvent à la fois est éduqué et a besoin d'être éduqué. Il a besoin de cet intermédiaire que vous allez devenir. Donc, bon courage à vous aussi. Ambiance chaleureuse, musique époustouflante et en plus de ça, les compliments du patron. Et Adrien nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Adrien. Bonjour Pierre. En tant que fan de jazz, vous êtes régalé à ce festival. Ah, c'était extraordinaire. Beaucoup de talent, des très grands artistes, dans une ambiance intimiste, chaleureuse, très accessible. C'était un vrai bonheur. Quand est-ce qu'il se termine ? Alors c'est une très bonne question, je pense que vous me piégez. Moi j'y vais ce soir, mais je pense qu'il court encore pendant quelques jours. Vous allez encore en profiter quand même. Oui, Est-ce que le jazz est toujours une musique populaire ? Alors il faut savoir que le jazz est par essence une musique populaire, puisqu'il naît à la fin des années 1910 aux États-Unis avec la communauté afro-américaine, et qu'à la base c'était considéré comme une musique de paria. Donc l'étiquette souvent élitiste qu'on a collée au jazz est arrivée bien plus tard, et le jazz n'est élitiste que parce qu'on lui colle cette étiquette qui quelque part n'a pas lieu d'être. Et c'est une musique qu'il faut voir en live, parce que c'est là que se tisse le lien avec le public. C'est une musique qui fait appel à l'imaginaire, qui fait appel à l'improvisation, et il se crée une fusion sur scène entre les musiciens et le public qui est incroyable. Et c'est vraiment là qu'il faut venir juger du jazz, et je vous invite à venir d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans la programmation ou pas du tout ? Alors, oui et non. Il y a un fil rouge, bien sûr, avec des piliers qui permettent de soutenir le festival. Par exemple, l'attribution de scènes pour valoriser les talents musicaux de la région. Également un projet des femmes en jazz. Donc cette année, il y avait Sarah Lenko qui avait un projet sur la chanteuse Bessie Smith. C'est absolument extraordinaire. Et à côté de ça, le festival se doit d'être éclectique pour toucher le plus de public possible. Moi, j'ai vu par exemple l'année dernière Brad Meldo, qui est un grand pianiste. J'ai vu Maceo Parker, qui était le saxophoniste de James Brown. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà, moi ce soir, je vais voir Cal Eastwood, qui est le fils de Clint. Donc si vous faites rien, Pierre, je vous invite à venir. Mais super. Et voilà, je sais ce que je fais ce soir. Merci Adrien. Merci.
On passe tout de suite à un sport pour le moins insolite que vous avez peut-être aperçu dans Harry Potter. C'est le Quidditch. Oui, avec mon collègue Victor, je me suis rendu dans la région lilloise pour découvrir ce sport. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vous avez dû sûrement remarquer un sport assez original, le Quidditch. Figurez-vous que ça existe vraiment. En France, il y a une fédération, des clubs, il y a même une Coupe du Monde. Aujourd'hui, on est en totale immersion. On va voir ce qui se passe lors d'un tournoi de Quidditch organisé à Villeneuve d'Ascq. Aujourd'hui dans le tournoi, il y a 4 équipes qui s'affrontent. Il y a Lille, Rouen, Charleville-Mézières et Tournai. Juste derrière vous, vous pouvez voir un échauffement assez intense quand même. Hein. Il y a des poursuiveurs, donc il y a une équipe qui va avoir deux cognards et l'autre un seul. Bon, pour l'instant on comprend pas grand chose, il y a 40 000 ballons sur le terrain, ça part dans tous les sens, on entend cogneur, batteur, on va demander quelques explications. Il faut absolument que tu m'expliques quelle est la différence entre un cogneur et un batteur. Parce que là je vous ai entendu, un batteur, ah vas-y. La différence, c'est un cognard. Donc le cognard c'est une balle, d'accord, c'est une balle de dodgeball, c'est la balle rouge, c'est la balle qui sert à mettre hors jeu les joueurs. Et cette balle là est utilisée par les batteurs. La balle blanche, c'est une balle de volley un peu dégonflée qu'on appelle le soifle et elle sert à marquer les buts. Seuls les poursuiveurs et le gardien peuvent marquer dans les anneaux. Et au niveau, il y a quelqu'un qui rentre à chaque fois habillé en jaune avec une sorte de balle de tennis. J'imagine c'est le petit truc qu'on voit dans le film et qu'Harry Potter attrape, c'est ça? Oui, j'en parlais justement tantôt, c'est le vif d'or. D'accord, c'est une personne neutre qui n'appartient à aucune des deux équipes et son but c'est pas de se faire attraper, donc la balle de tennis dans la chaussette qui est derrière et il ne doit pas se faire attraper par les attrapeurs des deux équipes. Au départ le Quidditch il intéresse forcément les fans d'Harry Potter, mais ensuite il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est un sport à part entière et donc il ne faut pas forcément être fan d'Harry Potter pour jouer au Quidditch. Pourtant vous avez gardé un des outils les plus essentiels, c'est le balai. Mais effectivement, on a le balai. Alors, il y a beaucoup de gens qui... ça les freine un petit peu pour commencer le Quidditch parce qu'ils trouvent ça un peu ridicule. Mais c'est justement ce qui fait un peu le Quidditch. C'est un handicap. C'est un handicap. Au football, on est obligé de jouer avec les pieds. Au rugby, on est obligé de faire une passe en arrière. Au basket, on est obligé de jouer avec les mains et dribbler. Et ici, au Quidditch, on est obligé de jouer avec un balai. Et c'est vraiment ça qui fait le sport parce que quand on est hors jeu, donc quand on est touché par un cognard, on doit se retirer de notre balai et comme ça on montre bien qu'on est retiré de notre balai. Entre filles et garçons ça se fait pas de cadeau, hein. Les garçons ils sont vraiment pas tendres. Alors pour plus d'explications, on est avec Clément et Laura. L'originalité de ce sport quand même, c'est contrairement au football, rugby, etc., c'est quand même un sport qui est mixte. C'est bien ou pas? Oui, c'est vrai, c'est le fait que ce soit mixte, ça aide beaucoup. En plus, les filles au moins elles peuvent faire un sport et il y a pas de... on fait pas de différence filles-garçons, il y a vraiment il y a une fille, elle peut être baraque, faire gardienne, plaquer des mecs, il y a pas de souci là-dessus, mais vraiment c'est ce qui plaît le plus dans ce sport là. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait pas mal d'intensité pendant les matchs, mais qu'après c'était vachement familial, vachement amical. Vous vous saluez, c'est pas comme dans les autres sports où il y a vachement de rivalité et puis parfois ça peut dégénérer. C'est tout de suite vous restez quand même assez calme et puis après je sais pas, vous vous relevez, vous serrez la main. Pendant le match, on se donne à fond, on essaie vraiment de gagner, mais c'est vrai qu'après on se dit c'est juste du sport finalement et c'est une communauté, la plupart des personnes ici c'est des amis, on sait que si on peut leur demander quoi que ce soit ça va aller. On appelle ça le Quof d'ailleurs, c'est un truc très connu au Quidditch. Quof c'est un mélange de Quidditch et Love, et du coup voilà, le Quof c'est la communauté qui voilà, on est tous potes, des fois on connaît pas les gens, il y a des nouveaux mais on les ramène et tout, on dit y a pas de souci et on devient potes, on fait des événements comme ça, on se fait des sorties, on se fait des tournois et même si voilà dans le match on est à fond dedans et tout, on reste pas, on va pas s'énerver et tout, après on va dire non je te parle pas, t'as mis des buts, tu m'as battu, non il y a pas de ça, même si on est compétitif, il y a pas ça.
Après tous ces témoignages, je pense que les amalgames entre le Quidditch et Harry Potter, on va éviter de les faire. Le Quidditch, c'est vraiment un sport. Si vous voulez en savoir plus, il y a la Coupe de France qui débute à Paris mi-novembre. Et Camille et Victor nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va revenir d'abord sur le reportage sur le Quidditch avec vous, Victor. Qu'est-ce que vous en avez pensé, personnellement ? Alors, c'est vrai qu'en fait... Est-ce que déjà, pour vous, le Quidditch, c'est vraiment un sport pour vous ou... C'est vrai qu'on y a été, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On pensait voir peut-être un peu des jeunes fans d'Harry Potter, etc. Mais en fait, ils sont vraiment ça plus sérieux, entre guillemets. Ils avaient les chaussures en crampons, des maillots au nom de leur équipe. Ils font pas mal d'entraînements, il y a des tournois, etc. Donc ils essaient vraiment de se détacher un peu de l'univers d'Harry Potter et de se professionnaliser, entre guillemets. Il y avait un joueur qui nous a raconté que leur entraîneur ne voulait pas entendre parler d'Harry Potter. Donc c'est un peu paradoxal quand on joue au Quidditch de ne pas vouloir entendre parler d'Harry Potter, mais ils essayent vraiment de distinguer les deux. Est-ce qu'ils ont réussi à vous convertir ? Est-ce que vous pourriez tenter de... Convertir, je sais pas, je suis pas assez fan d'Harry Potter pour ça, mais en tout cas, c'est vrai que l'ambiance a l'air assez friendly, on va dire, et ça a l'air assez sympa, ça a l'air d'être une bonne équipe. D'ailleurs, ça vous a marqué, ça, cette ambiance assez sympathique, le fair play. Ouais, effectivement, tout le monde se connaît, hein, comme ils ont expliqué. Là, les équipes venaient de Rouen, de Tournai, etc. J'imagine qu'ils passaient le week-end ensemble, et ils se faisaient des repas ensemble, etc. Donc non, il y a vraiment une bonne ambiance. Est-ce qu'ils sont pas trop moqués par rapport aux ressemblances et à la saga Harry Potter? C'est ce qu'ils nous racontaient aussi, effectivement, la première fois quand ils disent qu'ils jouent au Quidditch, on leur dit toujours tu voles pas, le vif d'or c'est une personne, etc. Donc ils en ont un peu marre des blagues, et donc c'est ça qu'on a évité d'en faire dans ce reportage. Merci Victor. Pas de souci. Tout de suite l'agenda culturel avec Camille. Alors quel événement avez-vous sélectionné pour ce week-end? Et vous avez sûrement aperçu les nombreuses affiches annonçant le retour de la grande fête lilloise du cirque. Eh bien, ça y est, elle débute ce week-end. Du samedi 15 au dimanche 13 novembre, les représentations de ce spectacle grandiose vont s'enchaîner tous les jours, excepté le lundi. Alors, ces artistes, ils vont vous proposer des numéros exceptionnels avec des animaux, comme les otaries, les éléphants. Des acrobates sur moto et des voltigeurs vous feront aussi frissonner. Et un clown réputé Bellenox sera même là pour vous faire rire. Donc pour assister à ce spectacle, mieux vaut réserver ses places à l'avance, des places qui coûtent entre 10 à 25 € et ils sont gratuits pour les enfants, bien sûr. Et je crois qu'un autre anniversaire se fête à la gare Saint-Sauveur, c'est ça Camille? En effet, c'est la compagnie Le Vent du Riat qui fête aussi l'anniversaire, ses 10 ans d'existence. Donc elle vous invite à la gare Saint-Sauveur du 21 au 23 octobre pour découvrir ces nombreuses surprises qu'elle a réservées pour l'occasion. À l'heure du tout numérique, c'est le papier qui est à l'affiche. Et Le Vent du Riat se plie en 4 pour vous offrir des propositions artistiques indéchirables, en forme de collage un peu surréaliste, comme des billets doux ou des coups de gueule. Donc dès ce soir, on pourra assister à des concerts rock, slam, beatbox qui vous attendent. Et le week-end, il y aura des spectacles, ateliers, conférences burlesques et lâcher de lanternes magiques. Ok. Pour les plus petits, je crois qu'il y a aussi un festival de marionnettes. Pour les plus petits et les plus grands qui vont aussi garder une âme d'enfant, donc le rendez-vous incontournable des arts de marionnettes est de retour. Il s'agit du festival M pour marionnettes. Voilà. Okay. Vous l'aurez deviné, il se déroule à la maison Folie Moulin. Vous pourrez y découvrir les nombreuses formes de cet art, les marionnettes, théâtre d'objets, d'ombres, de papier. Donc adultes et enfants y sont conviés pour écouter des histoires extraordinaires, comme celle d'une femme hachée, d'un polar au royaume des insectes. Super pour les enfants. Oui, c'est original. D'un polar au royaume des insectes ou encore d'un conte inuit de la femme squelette. Et plongé dans des écritures métaphoriques qui nous interrogent sur des questions un peu plus sérieuses comme notre rapport au couple, à l'intime. Au menu donc, de ces 2 semaines, des spectacles parfois drôles, parfois cruels, des ateliers créatifs, des booms, et un vide-dressing, un coin lecture et un parcours urbain pour se mettre en jambes. Donc, un festival tout en poésie qui vous fera rire et pleurer, à voir tous les jours jusqu'au 30 octobre. Ok. Et la ferme d'en haut se transforme en ferme lumineuse. En effet, c'est la ferme d'en haut à Villeneuve-d'Ascq qui propose une exposition de light painting du 17 septembre au 11 décembre. Intitulée La ferme lumineuse, c'est un petit panorama de peinture de lumière. Donc, petit zoom sur le light painting, en fait, c'est une technique de prise de vue photographique. On l'utilise en faisant un temps d'exposition long dans un environnement sombre et on y déplace une source de lumière. La Ligue francophone de light painting, qui ressemble une vingtaine de photographes francophones du pays avec des pays techniques et approches différentes, vous propose une installation haute en couleurs, ainsi que des expositions de photographie en 3D et de vidéos. Donc pour en prendre plein les yeux, rendez-vous le samedi dimanche entre 15h et 19h et l'entrée est gratuite. Merci Camille. Est-ce que ça vous tente, Victor? Non, moi les marionnettes, j'ai arrêté. Okay, c'est clair. Pas une temps. Non. Le Tavis, c'est déjà fini. Oui, vous pouvez nous retrouver sur la page YouTube du Media Lab et sur Facebook. Et on se donne rendez-vous après les vacances. Au revoir.